Jean-Baptiste Chopard n'est qu'un personnage secondaire dans notre histoire. Et pourtant, tout commence avec lui. Cocher discret mais indispensable, il conduit ce soir-là le fourgon chargé d'un transport aussi banal en apparence que crucial. Les nouvelles plaques de matrice destinées à l'impression des billets de 500 francs, fraîchement gravés, doivent rejoindre les ateliers de la Banque de France pour remplacer les anciennes, usées jusqu'à la trame. À l'intérieur du fourgon, 2 hommes lourdement armés veillent sans broncher. Leur mission ? Escorter et protéger ce trésor silencieux dont la valeur n'a d'égal que l'importance stratégique. Ce convoi, qui ne devait être qu'une simple formalité, va pourtant sceller le destin de tous ceux qui croiseront sa route. Joseph, j'ai comme un pressentiment. Je crains une attaque, je ne sais pas pourquoi je pense cela à cet instant. Le gardien ne se doutait pas que ces mots seraient les derniers qu'il prononcerait. Dans la pénombre, le trio de malfrats agit, faiblement armé, mais porteur d'un explosif redoutable, de la dynamite. Quant à Jean-Baptiste Chopard, son instinct de survie avait déjà parlé. Il avait bondi sur son cheval et filait au loin, laissant derrière lui le chaos qui s'annonçait. Hier, l'attaque d'un fourgon a laissé 2 veuves. Les assaillants n'ont volé que les plaques recto des billets de 500 francs. Par prudence, la livraison à la Banque de France avait été effectuée en 2 étapes. En tant qu'ancien président du Conseil, journaliste et premier flic de France, je déclare la guerre aux crapules et aux bandits et nomme Craponi à la Sûreté nationale. Mais qui est donc ce Craponi ? Eh bien, imaginez un homme si tiède qu'on pourrait presque l'utiliser pour réchauffer un café froid. Et si gauche qu'il l'est dans les 2 sens du terme. Un fonctionnaire modèle du genre rond de cuir, comme on disait autrefois, ou pour parler moderne, un de ces petits hommes gris qui semblent avoir été livrés avec les bureaux de la République. Commissaire Craponi, chef de la Sûreté, je prends la suite d'Octave Clamart et je vous préviens, désormais, ce service sera impeccable. Ou du moins aussi impeccable qu'un service peut l'être quand je suis aux commandes. Plus sérieusement, voici le commandant Philippe Tardy, 29 ans, chef des forces de police intramuros de Paris et déjà réputé pour être plus droit qu'un lampadaire de la rue de Rivoli. Efficace, discipliné, irréprochable. Peut-être même un peu trop rigide au goût de certains. Messieurs, nous sommes en 1913, à l'époque moderne de la police, l'époque du bertillonnage des empreintes et des filatures. Nous devons stopper et anéantir cette bande à Bono. Moi, c'est Hortense Belle-Lune. Je travaille au Gaulois comme correctrice. Mais en vrai, je suis la fille du patron de ce canard. Et j'enquête comme les poulets sur les crimes et autres larcins. La police pense que ces bandits viennent des bas-fonds parisiens. Pour ma part, je crois plutôt qu'ils appartiennent aux hautes sphères de la société. Sous l'insistance appuyée de son ami Jean-Louis Belle-Lune, patron du Gaulois, Georges Clémenceau finit par taper du poing sur la table, un geste qui, chez lui, vaut convocation officielle. Résultat, le tout nouveau chef de la Sûreté de Paris, Ernest Craponi, et le commandant Philippe Tardy sont sommés de se présenter pour une mise au point très cordiale, comprendre non négociable, sur leur collaboration active avec mademoiselle Hortense Belle-Lune. Craponi, Tardy, je vous ordonne et j'insiste de travailler main dans la main avec mademoiselle Hortense Belle-Lune, ici présente. C'est parfaitement clair, messieurs le... Si Craponi acquiesce avec le sourire administratif de rigueur, Tardy, lui, fronce les sourcils.
collaborer avec une femme dans la police, une idée qu'il observe avec autant d'enthousiasme qu'un parapluie oublié un jour d'orage. Côté bandit, inutile de sortir le gui, ce n'est clairement pas Noël. Ils se réunissent, graves comme des ministres, pour débriefer leurs dernières bêtises. Nous n'avons volé qu'une plaque d'impression de ces billets de 500 francs. Il nous manque le verso pour imprimer. Sans l'autre plaque, nous sommes marrons, les gars. À la tête de la troupe, un certain député, un peu gaucho, à la gâchette si sensible qu'elle éternue toute seule. Tout ça pour finir là. 2 condés abattus. On vient de signer notre arrêt de mort. Direction la bascule à Charlot, sans retour possible. Pour se refaire la cerise, ils pourraient probablement vendre leur belle-mère si le marché l'exigeait. Ils sont prêts à tout. Braquer, kidnapper, faire chanter. Bref, le grand jeu. Pour l'instant, rien ne les arrête. Pas la police, pas la morale, et certainement pas la prudence. Des bandits sans limite, toujours à l'affût d'un bon braquage, leur sport national, et spécialistes de la provocation gratuite. À 24 ans, Hortense va pourtant se retrouver à enquêter aux côtés du jeune commissaire divisionnaire Philippe Tardy, âgé de 29 ans. Ma douce Hortense, je ne saurais dire à quel instant précis mon cœur vous a choisi, mais il ne sait plus vivre sans vous. Peu à peu, elle s'immisce dans son quotidien et ne tarde pas à être fascinée par le séduisant commissaire. C'est Noël, n'en déplaise à certains. Et voici votre feuilleton de fin d'année. Une série comédie du Paris policier au temps des Apaches et autres bandes organisées en 1913. Un premier épisode, rien que pour vous. Et c'est sur MLQ, bien sûr. Parce qu'un autre cinéma naît. À voir très vite sur MLQ, bien sûr.